Alors, on va définir ici un nouveau type de matrice. On va définir la matrice d'une famille finie de vecteurs. Donc on prend E un espace vectoriel de dimension n et donc B une base de E. Soit F une famille quelconque de vecteurs de E, donc ici une famille constituée de P vecteurs. On appelle matrice de F dans cette base B, donc une matrice de taille n fois P qui s'écrira MB de F ou carrément MB où je liste tous les vecteurs de la famille, tel que pour tout J, la jème colonne soit constituée des coordonnées de xj dans la base B. Donc encore une fois, c'est une matrice qui va être construite colonne par colonne. Donc si je note AIJ les coefficients de cette matrice, donc on a dit que la jème colonne contient les coordonnées de xj. Ça veut dire que xj, évidemment, s'écrit comme une somme donc des AIJEI. On est bien d'accord, ici c'est J qui a été fixé. Donc quand je fais sigma des AIJEI, J est fixé, je suis en train de regarder que la jème colonne, je la regarde bien en entier, de sa première ligne jusqu'à sa nème ligne. Et dire que AIJ, c'est du coup AIJ, vous comprenez que c'est la im coordonnée du vecteur xj. La im coordonnée de ce vecteur, c'est bien le scalaire qui est devant le im vecteur de base. La im coordonnée, elle correspond au im vecteur de base. Donc c'est bien sigma des AIJEI. Vous prenez garde que cette matrice, elle est bien aussi de taille n fois p. Donc on est bien d'accord, elle a p colonnes, puisqu'elle a une colonne pour chacun des vecteurs x1 jusqu'à xp, donc elle a bien p colonnes. Et elle a bien n lignes, puisqu'on écrit en colonne des coordonnées. Et comme une base est constituée de n vecteurs, les coordonnées, il y a bien n coordonnées. Chaque vecteur a n coordonnées. Remarque 21, si x est un vecteur de E et si B est une base de E, alors MB de x, c'est la matrice colonne constituée des coordonnées de x dans la base B. Je vous rappelle que ça, c'est un type de... Donc MB de x, c'est en fait un vecteur qu'on avait... Enfin, une matrice colonne qu'on avait déjà rencontrée. En effet, ici, dans ce théorème 3, vous voyez bien que grand X, c'était la matrice colonne constituée des coordonnées de x dans la base B1, et grand Y, c'était la matrice colonne constituée des coordonnées de u de x dans la base B2. Et d'ailleurs, on avait cette égalité y est égal à a fois grand X. Donc cette égalité qu'on vient de voir, y est égal à a fois grand X, qu'est-ce qu'elle nous dit avec ces nouvelles notations? Donc grand A, ça n'a pas changé, c'est MB1, B2 de U. Le grand X, on vient de le dire, du coup c'est MB1 de X. Et le grand Y, c'était les coordonnées de U de X dans la base B2. Donc c'est MB2 de U de X. Donc vous comprenez que le théorème 3, il peut se reformuler, donc le théorème 3 qui disait grand Y est égal à A fois grand X, il se reformule sous cette manière-là. Ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes bases. Donc vous voyez, ici, on va partir de ce terme-là. Ce terme-là, je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on regarde MB1, B2 de U, ça veut dire que U, c'est une application linéaire d'un espace vectoriel grand E, en tout cas qui est muni d'une base B1, et U est à valeur dans grand F, un espace vectoriel grand F, qui est muni d'une base B2. Et là, ce qui est important, c'est que ce soit MB1 de X. Donc c'est que le vecteur X de E, on ait ses coordonnées dans la base B1, dans la même base qu'ici. Et à l'arrivée, on obtient un vecteur U de X dont les coordonnées sont exprimées dans la base B2. Donc c'est important d'avoir cette bonne correspondance de base. Exactement comme ce qu'on a l'habitude de faire quand on est en train de composer des applications linéaires avec le produit matriciel. Et puis, si U est une application linéaire de E dans F, et si B1 et B2 sont des bases respectivement de grand E et de grand F, alors on a que MB1, B2 de U est égal à MB2 de U de B1. Donc cette propriété est particulièrement importante parce qu'elle est en train de faire le lien entre deux notions de matrice qu'on a vues. Celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes qui est la matrice d'une application linéaire relativement à deux bases, et ici la nouvelle notion qu'on vient de voir, où on est en train de regarder la matrice d'une famille, donc c'est quoi la famille ici? C'est U de B1, dans une base B2, qui est donc la définition qu'on vient de voir ici, la définition 8.
Donc en effet, cette égalité est juste due à la définition. Comment fait-on pour construire la matrice MB1, B2 de U? On prend bien la base B1, on regarde l'image de chacun des vecteurs de la base B1, autrement dit on regarde la famille U de B1, et on prend les coordonnées de chacun des vecteurs de la famille U de B1 et on les écrit colonne par colonne. C'est exactement comme ça qu'on ferait pour écrire la matrice M dans la base B2 de la famille U de B1. Bon, donc ça c'est pour faire le lien entre les deux notions de matrice qu'on a. Proposition 9, soit E un k-espace vectoriel de dimension n, soit B une base de E, et on prend une famille de n vecteurs. Alors cette famille est une base de E si et seulement si cette matrice MB de x1 jusqu'à xn est inversible. Donc vous voyez encore une fois un lien entre le fait que, en tout cas une caractérisation pour l'inversibilité de cette matrice. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le cas de MB1, B2 de U, on sait que cette matrice est inversible si et seulement si l'application U est bijective. Et donc là, cette proposition nous dira que MB de x1 jusqu'à xn est inversible si et seulement si cette famille-là est une base de E. Donc j'ai posé B égale E1, En une base de E. Et toujours d'après un certain rappel, on sait qu'il existe une unique application linéaire qui envoie chacun des vecteurs d'une base sur des vecteurs que j'ai définis à l'avance. Donc là justement sur les xi. Et c'est un endomorphisme parce qu'il s'avère que ici l'espace d'arrivée et l'espace de départ sont tous les deux grands E. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup la matrice MB de x1 jusqu'à xn, j'ai remplacé x1 par u de 1, x2 par u de 2 et ainsi de suite. Donc ici, je reconnais quoi? Je reconnais la matrice MB de U de B, et ça, c'est la matrice, si vous préférez, c'est la matrice MB de U. Alors, cette étape-là, elle ne vous aide peut-être pas. En tout cas, cette matrice-là, comment elle se construit? Elle se construit colonne par colonne, en écrivant les coordonnées de U de 1, de U de 2 et de U de N, et ainsi de suite, dans B. C'est exactement comme ça qu'on a défini la matrice MB de U. Donc là, le but de ces trois lignes, c'est, au lieu de travailler avec la matrice de cette famille dans la base B, je me suis bêtement ramené à la matrice d'une application linéaire, et même plus spécifiquement à la matrice d'un endomorphisme. Du coup, dire que cette matrice est inversible, c'est équivalent à dire que celle-ci est inversible, mais U c'est une application linéaire, donc on sait que cette matrice est inversible si et seulement si U est bijective, et autrement dit U est un isomorphisme ou un automorphisme, enfin comme vous voulez. Et chapitre 18, on a vu qu'une application linéaire est bijective si et seulement si elle transforme n'importe quelle base de E en une base de E. Et du coup, comme on sait déjà que E1 jusqu'à En est une base, c'est équivalent à dire que x1 jusqu'à xn est une base. Vous êtes bien d'accord? L'application U, elle transforme E1 en x1, E2 en x2 et ainsi de suite. Et comme elle transforme une base en une base, cette famille-là est aussi une base de E. Donc en se ramenant aux matrices d'une application linéaire, on a réussi à démontrer que la matrice d'une famille est inversible, si et seulement si la famille est une base.